19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-serbes, tel est l'objectif de la visite du chef de la diplomatie algérienne à Belgrade. Ahmed Attaf a été reçu par le président Alexandre Vučić, à qui il a renouvelé l'invitation du président Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite en Algérie. Le bilan des victimes palestiniennes de l'occupant sioniste à Jénine passe à 7 victimes. Une jeune fille de 15 ans a succombé à ses blessures après avoir été touchée par balle à la tête. La nouvelle génération russe de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, bientôt déployés pour le combat, annonce Vladimir Poutine devant les nouveaux diplômés de l'Académie militaire. La Chine fustige la remarque jugée absurde du président américain Joe Biden, qualifiant de dictateur son homologue chinois Xi Jinping. Et bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le président algérien Abdelmadjid Tebboune met fin aux fonctions du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a démenti en bloc les informations dénuées de tout fondement, relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire algérien. Zoom à présent sur cette tournée du chef de la diplomatie algérienne en Europe. Ahmed Attaf poursuit donc cette tournée européenne que le président algérien l'a chargé d'effectuer. Après Rome, hier, Ahmed Attaf a atterri à Belgrade où il a été reçu par le président Alexandre Vučić, à qui il a transmis les salutations du président Abdelmadjid Tebboune et renouvelé son invitation à effectuer une visite en Algérie afin de travailler ensemble pour donner un nouvel élan aux relations algéro-serbes. Ahmed Attaf qui a également été reçu cet après-midi par la première ministre serbe Ana Brnabić, à qui il a transmis les salutations de son homologue algérien Ayman Ben Abdelrahman, avec laquelle il a également passé en revue la coopération entre les deux pays et les perspectives de son renforcement. La première ministre serbe s'est félicitée de cette visite et des mesures concrètes résultant des entretiens avec son homologue. Elle a également remercié l'Algérie pour son soutien à la candidature de Belgrade pour accueillir l'Expo 2027 lors des élections qui ont eu lieu aujourd'hui et qui ont abouti à la victoire de la ville serbe. Ahmed Attaf, qui plus tôt dans la journée a été reçu par son homologue serbe Ivica Dačić. Les deux parties ont passé en revue les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-serbes après un recul au cours des 9 dernières années. Attaf et Dačić ont également examiné les moyens de valoriser et de promouvoir le patrimoine historique commun, de la lutte contre le colonialisme, de coopération économique fructueuse et de coordination politique permanente dans le cadre du mouvement des non-alignés. L'occasion également pour le chef de la diplomatie algérienne de réaffirmer la solidité des relations entre l'Algérie et la Serbie, une solidité qui dure depuis des décennies. Compte tenu de ce socle historique, la relation entre l'Algérie et la Yougoslavie a été exceptionnelle après notre indépendance. Nous nous sommes retrouvés ensemble dans tous les combats politiques du mouvement des pays non alignés. Nous avons défendu main dans la main au sein de ce mouvement les objectifs de paix, de sécurité, de coopération, de désarmement, d'élimination des blocs. Et tout cela a forgé un compagnonnage politique exceptionnel. Les deux ministres ont souligné la convergence des positions de principe concernant les questions d'intérêt majeur pour les deux pays, notamment la crise du Kosovo et la question du Sahara occidental, deux conflits
dont l'origine est la transgression du principe de sacralité des frontières pour le Kosovo et du principe de respect des frontières héritées de la colonisation pour le Sahara occidental. Écoutez. Vous connaissez notre position sur les questions qui sont vitales pour votre pays, et en particulier la question du Kosovo. Dans notre région aussi, il y a la question du Sahara occidental qui a un effet déstabilisateur sur l'ensemble du Maghreb. Et le non-règlement de cette question a empêché et empêche encore la construction d'une intégration régionale qui soit bénéfique pour l'ensemble de nos pays. En marge de cette visite de travail en République de Serbie, le ministre algérien a profité de sa présence à Belgrade pour rencontrer Rosika Labudovic, veuve du photographe de la guerre de libération algérienne Stéphane Labudovic, en présence du président de l'Association des Amis de l'Algérie en Serbie, Marko Djilic. Un geste de loyauté de l'Algérie envers ses amis qui ont défendu et soutenu hier la lutte contre le colonialisme et qui représentent aujourd'hui des symboles et des ponts de communication. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de la visite du chef de la diplomatie algérienne à Belgrade. Le Maroc impliqué dans un nouveau scandale d'espionnage en Espagne. Le refus par la justice espagnole d'octroyer la nationalité espagnole à un Marocain a jeté la lumière sur les pratiques du régime du Marzen qui consiste à recruter des immigrés en tant qu'agents secrets pour surveiller des responsables du Front Polisario. Une affaire relayée par les médias espagnols et sur laquelle revient Mohamed Ali Ben Chaban. Les scandales d'espionnage des services marocains n'en finissent pas. Après l'affaire du logiciel Pegasus et de Marogate, de nouveaux faits sont révélés accablant encore le régime du Marzen sur des pratiques malveillantes pour espionner des responsables sahraouis. Des faits qui démontrent une fois de plus la nature de ce régime despotique. La nouvelle affaire d'espionnage se déroule en Espagne. Le scandale a éclaté suite à un refus de la justice espagnole d'octroyer la nationalité à un Marocain accusé par le Centre espagnol d'intelligence de collaborer avec les services secrets de Rabat dans la surveillance des Sahraouis. D'après les médias espagnols, le citoyen marocain en question faisait l'objet d'une enquête et confirme l'existence de preuves qu'il collaborait avec les services de renseignement du Marzen. Dans le sillage de cette affaire, les médias espagnols ont ainsi mis la lumière sur une activité plus importante de l'espionnage marocain sur la péninsule ibérique. Le CNI a détecté depuis 2010 l'existence d'un réseau d'espionnage marocain qui recueillait des informations sur le Front Polisario et la communauté marocaine établie en Espagne. Le CNI avait ensuite affirmé que Rabat utilisait des moyens considérables, y compris économiques, pour faire pression sur le gouvernement espagnol afin d'obtenir une position favorable au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Retour en Algérie pour parler énergie. Pour parvenir à une transition énergétique bénéfique et durable, les producteurs de pétrole africains soutiennent le projet de gazoduc transsaharien et Sonatrach ouvre justement ses portes aux membres de l'Organisation des producteurs de pétroles africains pour partager son expérience avec les pays du continent. Nous envisageons à travers nos plans de développement à maîtriser les nouvelles technologies utilisées dans toutes les étapes du secteur des hydrocarbures, depuis l'exploration et l'exploitation, passant par le traitement et le transport pour arriver jusqu'à l'industrie, le raffinage et la transformation. Notre nouvelle politique s'oriente vers le développement d'autres secteurs énergétiques, à l'image de l'énergie solaire et l'hydrogène, dans le but de contribuer à passer vers une transition énergétique sécurisée, bénéfique et durable. That you cannot succeed
in the oil and gas industry of today with the energy transition. On ne peut pas réussir aujourd'hui dans l'industrie pétrolière et gazière et réussir la transition énergétique si l'infrastructure reste limitée aux frontières d'un pays. Alors nous avons besoin d'une infrastructure énergétique transfrontalière telle que le lancement d'oléoducs et de gazoducs qui traversent nos pays africains. Et c'est ce que nous faisons actuellement. APO travaille à la création d'un réseau de lignes continentales. Niger and Algeria to have the Trans-Sahara gas pipeline. Dans un tout autre dossier, l'Algérie condamne fermement la prise d'assaut et le saccage de la résidence de son ambassadeur dans la capitale soudanaise, Khartoum, réitérant son appel à toutes les parties soudanaises à arrêter de s'entretuer et à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise. Le Soudan, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir la dernière trêve voler en éclats. Les combats ont repris ce mercredi, notamment dans la capitale Khartoum, entre l'armée et forces de soutien rapide. Nariman Zekar. La succession de trêves, aussi fragile soit-elle, n'a pas suffi à faire cesser les affrontements au Soudan. L'armée et les paramilitaires ont repris les combats après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures, globalement respecté à Khartoum. Les habitants de la capitale ont été réveillés de bonne heure par les tirs d'artillerie et les patrouilles des avions de chasse. L'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo, s'était engagée à cesser tout mouvement et attaque pour laisser passer l'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Est. Mais mardi soir, au dernier jour de la trêve, un immense incendie a ravagé le siège du renseignement dans la capitale. Les FSR ont bombardé le bâtiment, violant ainsi le cessez-le-feu. Khartoum n'est malheureusement pas la seule ville touchée par les violences. À Al-Jeneina, la capitale de l'État du Darfour Ouest, 1100 personnes ont été tuées selon l'ONU. Les rues sont jonchées de cadavres recouverts à la va-vite de vêtements sous le soleil brûlant et de nombreux magasins ont été éventrés par des pilleurs. Les précédentes trêves n'ont généralement pas été respectées, et ce dès leur entrée en vigueur. Et pour cause, depuis le 15 avril dernier, la guerre a fait plus de 2000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés et de réfugiés. Toujours sur le continent, le taux de participation au référendum sur la nouvelle constitution au Mali a atteint les 38% sur les 8,4 millions d'électeurs maliens appelés à voter le 18 juin. Le résultat du vote ne devrait pas tarder à être annoncé. L'actualité au Proche-Orient marquée par ce nouveau décès en Cisjordanie occupée. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans qui a succombé à ses blessures après avoir été touchée par balle à la tête. Une nouvelle perte côté palestinien qui alourdit le nombre de martyrs de l'occupation sioniste à 7. Le chef de la diplomatie iranienne en tournée dans les pays du Golfe, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu avec son homologue omanais Badr al-Boussaïdi, avec lequel il a échangé sur plusieurs dossiers. Un entretien qualifié de constructif et de positif. Ce soir, Hossein Amir Abdollahian est attendu au Koweït. Nous l'évoquions en titre dans un discours prononcé devant les nouveaux diplômés de l'Académie militaire. Le président Vladimir Poutine a déclaré que la nouvelle génération russe de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, capables de transporter 10 ogives nucléaires ou plus, serait bientôt déployée pour le combat. Dans un avenir proche, les premiers lanceurs de missiles du système Sarmat seront déployés, équipés d'un nouveau missile lourd. Les systèmes aériens et navals des forces nucléaires stratégiques sont mis en œuvre strictement, conformément au plan. Nous continuerons d'améliorer les systèmes de contre-batterie et de fournir aux forces armées des véhicules aériens sans pilote et des systèmes de frappe robotisés. Ils se sont bien comportés dans des conditions de combat. Nous allons augmenter leur production de masse. Et
puis la Chine a fustigé ce mercredi la remarque qu'elle a qualifiée d'absurde du président américain Joe Biden, qui a estimé que son homologue chinois Xi Jinping appartenait à la catégorie de dictateur lors d'une réception en Californie. Les signes d'apaisement n'auront pas duré longtemps au lendemain du périple du secrétaire d'État américain à Pékin. Les remarques déplacées de la partie américaine sont extrêmement absurdes, irresponsables et violent gravement les faits fondamentaux, le protocole diplomatique et la dignité politique de la Chine. Ils sont une provocation politique ouverte. La Chine est fortement insatisfaite et fermement opposée à cela. Et puis on va parler cinéma avant de se quitter. L'avant-première algérienne très attendue du film La Dernière Reine a eu lieu hier à la salle Ibn Zaidoun de l'office Riyad El Fath en présence de l'équipe du film ainsi que de nombreux professionnels de la culture et des arts et de l'industrie cinématographique. Le film sera diffusé en salle dans plusieurs wilayas à partir du 23 juin. Sofiane Baroudi a justement assisté à cette avant-première. L'avant-première algérienne très attendue du film La Dernière Reine a eu lieu à la salle Ibn Zaidoun à Alger, en présence de l'équipe du film ainsi que de celle de nombreux professionnels du 7e art et de la culture. Je suis très content, très ému. Je suis vraiment, j'ai envie de dire, bouleversé. C'est la projection qu'on attendait le plus. La première en Algérie, on espérait la faire il y a bien longtemps, ça n'a pas pu se faire. Et enfin aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a faite. Et l'énergie des gens, il y avait toute mon équipe, tous mes techniciens. On a passé beaucoup de mois ensemble, beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup de joie. Et on travaillait ensemble pour créer un beau film, pour faire honneur à l'histoire de l'Algérie. Et du coup, ce soir, pour moi, c'est la plus belle projection, c'est le plus grand souvenir. L'ouvrage cinématographique explore l'Algérie du XVIe siècle, à travers le personnage légendaire de Zafira, la dernière reine d'Alger. Une œuvre épique dessinant les contours d'un moment historique critique de grande bifurcation entre la Reconquista espagnole, menaçant les côtes nord-africaines, et l'intervention des corsaires ottomans, représentés par la figure de Arroj Barberousse, en soutien à la résistance algérienne. L'œuvre dépeint une intrigue politique et une aventure humaine dans un espace en mouvement, aux contours parfois violents et au confluent méditerranéen, jalonné de multiples influences culturelles. Dans les recherches, parce que c'est pas très référencé, donc on a eu beaucoup de mal à trouver des documents. Il y a très peu de documents sur cette époque, mais ça n'empêche pas le travail historique. Il y a aussi beaucoup d'historiens qui interprètent différemment l'histoire, donc il a fallu aussi trouver notre vérité à nous. Et je pense qu'on s'est inspiré de l'Algérie d'aujourd'hui aussi. C'est un regard d'un réalisateur et d'une réalisatrice des années 2020 sur l'époque du XVIe siècle, sur l'histoire de leur pays. Au-delà du choc des civilisations, le film met en scène des personnages féminins jouant des rôles centraux dans le cheminement politique et la stratégie militaire. En plus de Zafira, qui est au centre du récit, Chegga est une sorte de conseillère politique et diplomatique au service du souverain d'Alger, Salim Toumi, issu de la grande tribu noblière des Ta'aliba. Je parlerai des femmes algériennes. Elles ont toujours participé à écrire l'histoire, donc il fallait en parler. Chegga, on a trouvé des traces sur elle. On sait qu'elle a levé une rébellion contre Arroj et ses hommes, mais on ne connaissait pas son prénom. Mais voilà, il était important de parler de cette femme et des autres femmes. Je pense que chaque femme dans ce film avait un rôle important. Le film La Dernière Reine est une fresque moderne, mêlant l'épique et le tragique. Le public algérien pourra le découvrir dans les salles de cinéma à l'occasion de sa sortie nationale à partir du 23 juin prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.